Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 28 octobre. Alors que le fragile cessez-le-feu à Gaza est violé par l'entité sioniste, les forces de l'occupation font 3 martyrs à l'ouest de Jenin, en Cisjordanie occupée. Troisième sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique à Luanda, en Angola. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune souligne le soutien constant de l'Algérie au processus de développement global en Afrique. Deux ou 3 ans de plus de soutien financier des Européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exige davantage d'appui de ses alliés pour résister aux forces russes. Le Kremlin fait état de troupes étrangères combattant pour l'Ukraine. Il promet de les éliminer. Promesse d'un nouvel âge d'or, accord sur les terres rares et échanges très chaleureux. La première ministre japonaise Sanae Takaichi soigne sa première rencontre avec Donald Trump à Tokyo. Bonsoir à tous. Au 18e jour du cessez-le-feu, entré en vigueur dans la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de paix de Donald Trump, les autorités sanitaires palestiniennes ont annoncé ce matin que les corps d'au moins 4 martyrs ainsi que 7 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Selon un nouveau bilan de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza a fait depuis le 7 octobre 2023 68 531 martyrs et 170 402 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Par ailleurs, et depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, 94 Palestiniens sont tombés en martyrs et 344 autres ont été blessés, tandis que les corps de 474 martyrs ont été récupérés. Un Palestinien a succombé à ses blessures graves suite à des bombardements sionistes visant des personnes déplacées hier à l'est de Khan Younes. Selon des sources médicales de l'hôpital Nasser, le martyr était en soins intensifs depuis hier, souffrant de graves blessures causées par des tirs des forces sionistes dans le quartier d'Aboul Foutouh à Abassan al-Kabir, au sud de la bande de Gaza. L'UNRWA a affirmé que ses équipes étaient toujours confrontées à l'interdiction d'acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza imposée par l'entité sioniste en dépit du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre courant, faisant savoir qu'elle disposait pourtant de quantités suffisantes pour satisfaire les besoins des Gazaouis. C'était dans un rapport de situation sur la crise humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris à Al-Quds Est. Dans ce même contexte, le représentant de l'Espagne au Conseil de sécurité a appelé à exercer une pression sur la puissance occupante pour qu'elle lève le siège sur la bande de Gaza et les restrictions imposées aux agences humanitaires de l'ONU, en particulier l'UNRWA. Madrid a ainsi souligné la gravité de la détérioration de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Par ailleurs, le mouvement de résistance palestinien Hamas a démenti les allégations de l'occupation sioniste, accusant le mouvement de connaître l'emplacement des corps des captifs dans la bande de Gaza. Son porte-parole, Hazem Qassem, a par ailleurs confirmé que l'évolution de la situation dans l'enclave palestinienne due au génocide avait rendu l'accès aux corps complexe et difficile, sans compter les capacités limitées et le manque d'équipement qui entrave l'achèvement du processus de récupération dans les zones restantes touchées, tout en soulignant que le Hamas était déterminé à mener à bien la première phase de l'accord d'échange de prisonniers.
Et je vous en parlais en titre, en Cisjordanie occupée, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces de l'occupation sioniste. À l'ouest de Jenin, les forces de l'occupation ont pris d'assaut le village de Kafr Qoud avec des renforts militaires encerclés. Un site sur l'une des terres agricoles de cette localité est tiré à balles réelles sur les 3 jeunes Palestiniens. Les corps des victimes ont été retenus par les forces de l'occupation sioniste qui ont également visé un véhicule au même endroit, l'incendiant ainsi que plusieurs oliviers alentours. Tirs, bombardements, effusions de sang rassemblés sur les lieux de ce massacre à l'ouest de Jenin. Des Palestiniens ont affirmé avoir été les témoins de scènes d'une rare violence. Dès qu'ils ont frappé, nous avons su qu'il se passait quelque chose. Nous sommes descendus, l'armée était là. Ils ont fait exploser la voiture et ont tiré par voie aérienne. Selon les médias israéliens, ils ont frappé, fait exploser une voiture et tué 3 personnes. Mais nous sommes arrivés ici et avons vu 4 matelas dans une grotte. Du sang à 3 endroits sur 3 personnes et un cerveau explosé. Nous avons également trouvé des éclats d'obus. Les forces de l'occupation et les colons sionistes multiplient les agressions contre les Palestiniens ces derniers jours en Cisjordanie occupée. Dans le village de Tormous Aya, des agriculteurs sont même empêchés de récolter leurs oliviers, leur unique source de revenus. Souhila Kilal. Sous un nuage toxique, des agriculteurs, des volontaires et des activistes étrangers tentent de fuir une attaque sournoise de colons et de forces sionistes. Des tirs de gaz lacrymogène pour empêcher ces Palestiniens de Cisjordanie de se rendre sur leurs terres et récolter leurs olives, pourtant situées dans une zone classée B, c'est-à-dire appartenant aux Palestiniens. Un groupe de colons s'est rassemblé, se préparant visiblement et mettant des masques. Les véhicules arrivent de la colonie de Shiloh et il semble que la situation soit sur le point de dégénérer en raison de l'interdiction empêchant les Palestiniens d'accéder aux oliviers. La zone est classée B, c'est là que nous nous trouvons. Il est évident qu'il existe une décision tacite du gouvernement israélien et des colons d'empêcher quiconque d'atteindre les oliviers. Niché dans une vallée entourée de collines, couronnées de colonies et d'avant-postes sionistes, le village de Tormous Aya fait très souvent l'objet d'attaques de colons. Les agriculteurs palestiniens y sont quotidiennement persécutés par les colons et les forces sionistes dans le cadre de la politique systématique visant à séparer et à isoler les populations de leurs terres et de leurs oliviers, permettant ainsi leur confiscation et l'expansion des colonies. Chaque jour, les colons mènent des attaques dans les zones sous le contrôle de l'autorité palestinienne, y compris celles classées comme zone B. Et même dans certaines zones A, des habitants palestiniens sont empêchés de récolter leurs olives. La présence de militants étrangers aux côtés des agriculteurs avait pour but de dissuader les sionistes, armés comme colons, d'attaquer les villageois palestiniens, comme c'est très souvent le cas, mais en vain. Ces 2 dernières années, la production d'huile d'olive dans la région a d'ailleurs sensiblement diminué à cause justement des attaques sionistes récurrentes qui empêchent les agriculteurs d'accéder à leurs terres. Je vous en parlais en titre, 3e sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique. À Luanda, en Angola, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé le soutien constant de l'Algérie au processus de développement global en Afrique, convaincu que la véritable renaissance économique ne saurait se réaliser qu'à travers la mise en place d'infrastructures intégrées et modernes, à même de répondre aux aspirations des peuples du continent et de s'adapter aux défis du monde en mutation. C'était dans une allocution prononcée en son nom par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasseri. ويأتي اجتماعنا اليوم
Notre réunion d'aujourd'hui vient consacrer une conviction profonde de nos peuples. L'infrastructure n'est pas seulement des structures matérielles, mais elle est l'artère du développement et les clés de l'intégration africaine. Elle est le pilier fondamental pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et du développement durable au niveau mondial. L'Algérie, qui a toujours cru à l'unité du destin africain et adhéré aux principes de solidarité et de fraternité, poursuit son engagement inébranlable à soutenir le processus de développement global sur notre continent, partant de sa conviction que la véritable renaissance économique ne se réalisera qu'à travers la création d'infrastructures intégrées et modernes, répondant aux aspirations de nos peuples et s'adaptant aux défis d'un monde en mutation. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également rappelé l'engagement de l'Algérie à jouer un rôle actif dans le soutien au développement africain à travers le lancement et la mise en œuvre de projets prometteurs. L'Algérie a entrepris la réalisation de grands projets stratégiques à dimension continentale et s'est attachée à mobiliser les ressources locales et à s'ouvrir à des partenariats innovants et multilatéraux en collaborant avec les institutions financières régionales et internationales de soutien. L'Algérie s'est engagée à travers les différentes étapes dans un rôle actif de soutien au développement africain en lançant et en réalisant des projets prometteurs qui incarnent sa conviction inébranlable que la coopération et l'intégration sont le moyen le plus efficace d'atteindre la prospérité commune. Parmi les projets les plus importants figure le projet de la route transsaharienne qui relie l'Algérie à 5 pays africains et contribue à désenclaver les pays du Sahel et à transformer le couloir en un axe économique et commercial vital. Dans le conflit russo-ukrainien à présent, la compagnie énergétique ukrainienne Naftogaz a annoncé que la Russie avait lancé une attaque de drones durant la nuit d'hier, endommageant des installations gazières dans la région de Poltava. Kiev accusant Moscou de cibler délibérément des installations gazières et énergétiques, et ce toujours selon l'Ukraine de manière répétée depuis le début du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce mardi que l'Ukraine avait besoin du soutien financier des Européens pour continuer à lutter contre les forces russes pendant encore 2 ou 3 ans. Kiev dépend largement du soutien militaire et financier de ses alliés étrangers pour faire face à l'armée russe. Celle-ci a progressé ces derniers jours, notamment dans une offensive sur la ville de Pokrovsk. Et ces derniers jours, la pression s'est accentuée sur la ville de Pokrovsk. D'ailleurs, le président ukrainien a indiqué qu'environ 200 soldats russes se trouvaient actuellement dans la cité, la cible principale des Russes. Dimanche soir, il avait déjà affirmé que des combats féroces se déroulaient dans cette ville et ses faubourgs. Et par ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a affirmé que la Russie ne pouvait pas évaluer les négociations de paix avec l'Ukraine parce que Kiev les avait suspendues et n'était pas disposé à répondre aux exigences de la Russie. Le Kremlin a également fait état de troupes étrangères combattant pour l'Ukraine et a promis de les éliminer. Nous ne sommes actuellement pas en mesure d'évaluer les perspectives de reprise des négociations car, comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, la pause actuelle est due à la résistance du régime de Kiev à poursuivre les négociations et à son refus de répondre à nos questions, aux projets de documents que nous avons présentés et aux propositions de nouveaux formats de travail au sein des différents groupes. Tout cela est resté sans réponse. Et concernant les informations du service russe de renseignement
extérieure, elles sont alarmantes. Cependant, d'un autre côté, nos militaires écoutent constamment des discours et des langues étrangères sur les radios le long de la ligne de front, ce qui signifie que ces étrangers sont présents et que nous les éliminons. Nos militaires continueront de faire leur travail. Au sujet d'un supposé soutien chinois à la Russie, Volodymyr Zelensky a dit espérer que le président américain Donald Trump fasse pression sur Xi Jinping pour que Pékin réduise son soutien à Moscou et ses importations d'hydrocarbures russes lors de la rencontre prévue jeudi entre les dirigeants américains et chinois. Et sur ce même dossier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a de son côté affirmé que son pays attendait que les États-Unis confirment le plan de paix qu'ils ont présenté en août à la délégation russe lors d'un sommet sur la guerre en Ukraine qui s'est tenu en Alaska. Avant et après l'affaire de l'Alaska, le président Trump a déclaré que nous avions besoin d'une paix durable et stable plutôt que d'un cessez-le-feu temporaire qui ne donnerait rien même si il ne dure qu'un an ou deux. Ce sont ces mots. J'espère que la logique d'une paix durable comprise par les États-Unis prévaudra. J'espère que nous pourrons obtenir une réponse positive des États-Unis à la position d'accepter unilatéralement de respecter les chiffres stipulés dans le nouveau traité de réduction des armes stratégiques. Le président Trump a réagi positivement à plusieurs reprises à l'initiative du président Poutine. Nous espérons que ces réactions positives se traduiront par une déclaration officielle. S'agissant cette fois des appels de Donald Trump exhortant certains pays à cesser d'acheter du pétrole russe, le Kremlin a tenu à souligner que les partenaires de la Russie prendraient leurs propres décisions quant à la poursuite ou non de l'achat de ces produits énergétiques. Nous entendons des déclarations de Washington, y compris du président Trump, selon lesquelles tous les pays doivent cesser d'acheter du pétrole russe. Nous savons que de nombreux pays décideront eux-mêmes à qui et quoi acheter, et ce qui est de plus dans leur intérêt national. Tout pays souhaite acquérir des biens stratégiques tels que des sources d'énergie de la meilleure qualité possible, en quantité maximale et au meilleur prix. À cet égard, les sources d'énergie russes sont très compétitives sur le marché international. Dans l'actualité aussi, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé ce mardi que la fermeture de la frontière avec la Biélorussie par la Lituanie était un pari fou et a accusé Vilnius de mener une guerre hybride menaçant l'économie chinoise. Si nous sommes certains d'être coupables, s'ils nous convainquent ce qu'ils tentent de faire maintenant, nous présentons nos excuses. Nous sommes prêts à en discuter publiquement. Mais si des ballons chargés de cigarettes ou d'autres choses volent là-bas, je suppose que c'est là que le problème doit être résolu. Ils ne se dirigent pas simplement vers une destination inconnue. Quelqu'un les y a emmenés. Je déclare en toute responsabilité qu'il n'est pas question de contrebande extraordinaire. Mais cet incident en dit long sur le potentiel politique de notre conférence, étant donné qu'ils tentent de la bloquer. Un violent séisme a secoué l'ouest de la Turquie hier soir, provoquant l'effondrement d'au moins 3 bâtiments endommagés lors d'une précédente secousse. Selon les autorités, aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Selon l'agence de gestion des catastrophes et des urgences, le séisme de magnitude 6,1 a eu lieu dans la ville de Silivri, dans la province de Balıkesir. Le tremblement de terre a frappé soudainement. Mon mari et moi étions assis dans la cuisine. Ça tremblait, on ne savait pas quoi faire. On est sortis et il s'est mis à pleuvoir. Alors on est arrivé sur la place du marché.
On est tous sortis, enfants compris, en dehors dans la voiture. Je suis sortie de chez moi et je n'ai pas encore pu rentrer. On traverse la rue pour aller chercher du thé, de la soupe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est reconnaissant. Je vous en parlais en titre, le président américain Donald Trump a clôturé ce mardi l'une des journées les plus chargées de son voyage en Asie en rencontrant la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi. Cette dernière avec la lourde tâche de consolider sa relation avec Donald Trump tout en défendant les intérêts économiques de son pays. Je tiens à vous remercier chaleureusement et à vous féliciter. Comme vous le savez, Shinzo Abe était un grand ami. J'ai été très attristée d'apprendre ce qui lui est arrivé. C'est tellement choquant. J'ai toujours eu un grand amour et un profond respect pour le Japon. Je peux vous assurer que cette relation sera plus forte que jamais et je me réjouis de travailler avec vous au nom de notre pays. Je tiens à vous faire savoir si vous avez des questions, des doutes, des souhaits, des services dont vous avez besoin. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider le Japon, nous serons là. Nous sommes un allié de premier ordre. Sur le plan diplomatique, je suis déterminée à restaurer le dynamisme de la diplomatie japonaise afin de protéger les intérêts nationaux du Japon. De plus, je suis prêt à promouvoir une collaboration plus étroite avec vous et avec les États-Unis en vue de notre objectif commun, parvenir à un Indo-Pacifique libre et ouvert. Promesse d'un nouvel âge d'or, accord sur les terres rares et échange très chaleureux. La première ministre japonaise Sanae Takaichi a soigné sa première rencontre avec Donald Trump, lequel lui a assuré que Washington était le plus solide des alliés de Tokyo. Le commerce a dominé également cette rencontre. Le Japon et les États-Unis ont déjà trouvé cet été un compromis commercial, mais certains points restent en suspens. Washington a baissé mi-septembre à 15% les droits de douane totaux sur les automobiles japonaises, jugés encore trop élevés par les constructeurs. Et le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick a annoncé ce mardi à Tokyo 490 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Trump cherchait à en obtenir 550 milliards de dollars dans le cadre d'un accord commercial avec le Japon. I'm incredibly proud to announce Je suis fière d'annoncer que nous allons signer ce soir un investissement de 490 milliards de dollars. Je suis désolée d'avoir oublié le chiffre. Je n'ai pas atteint les 500 milliards. J'ai été un peu en deçà, mais j'y arriverai. Quoi qu'il en soit, ces investissements sont motivés par l'initiative japonaise d'investissement stratégique née de votre politique tarifaire et d'un accord commercial historique avec le Japon. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons pu conclure tous ces accords aujourd'hui. Ces engagements garantissent la sécurité nationale et économique des États-Unis. Nous allons développer l'énergie, le nucléaire et les semi-conducteurs et renforcer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement nationale. Et commentant la visite de Donald Trump au Japon, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que le développement des relations et de la coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et le Japon devrait contribuer à la paix et à la stabilité régionale. La région Asie-Pacifique est un bastion du développement pacifique. Le développement des relations bilatérales et de la coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et le Japon devrait contribuer à préserver la paix et la stabilité régionale et non l'inverse. Compte tenu de l'histoire de l'agression militariste du Japon à l'époque moderne, ces développements militaires et sécuritaires font depuis longtemps l'objet d'une surveillance étroite de la part des pays asiatiques voisins et de la communauté internationale. Cette
Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Nous exhortons le Japon à respecter sincèrement les préoccupations sécuritaires de ses voisins, à réfléchir profondément à son histoire d'agression, à poursuivre résolument la voie du développement pacifique et à gagner la confiance de ses voisins asiatiques et de la communauté internationale par des actions concrètes. On reste en Asie avant de finir. La Malaisie a transmis ce mardi la présidence de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est aux Philippines, marquant ainsi la fin du sommet annuel de 3 jours qui a vu les dirigeants du bloc régional se réunir à Kuala Lumpur. Le sommet de 3 jours a réuni les dirigeants de la région de l'ASEAN et des partenaires de dialogue, notamment les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. S'adressant à ses collègues dirigeants de l'ASEAN, le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., a souligné la vision de l'association sur 20 ans et a souhaité la bienvenue au 11e membre du groupe, le Timor-Leste. Alors que votre présidence touche à sa fin, les Philippines sont honorées d'assumer la responsabilité de diriger l'ASEAN à partir de 2026. Nous sommes déterminés à poursuivre sur cette lancée et à mettre en œuvre dès sa première année la vision communautaire de l'ASEAN à l'horizon 2045 avec détermination. Nous restons également déterminés à faciliter l'intégration du Timor-Leste au sein de la famille ASEAN. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.